entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself, and it is not there anymore. That should be it. It Thanks has very much, completely Ed. collapsed. The whole side has collapsed? The whole building has collapsed. The whole building has collapsed? The building has collapsed. That's the southern tower you're talking Exactly. The second building that we witnessed the airplane enter had been, the top half had been fully involved in flame. It just collapsed. There is panic on the street. FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. The second of the World Trade Center towers collapsed, burying yet more of the city's financial district under rubble. It's still impossible to calculate the number of victims. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. It's incredible. Oh my God. Jimmy, the second tower just went.
L'observation est le point de départ de la science. Ce que vous voyez ici est ce qui s'est produit à la tour nord du World Trade Center, le second des 3 bâtiments effondrés le 11 septembre 2001. J'utilise le mot effondré, mais les mots peuvent être trompeurs. Que voyez-vous en réalité sur ces images? Il y a une énorme quantité de débris en chute libre, mais sous la couronne de débris, voyez-vous la séquence rapide d'éjection explosive de matériaux? Certains débris ont été éjectés à plus de 160 km/h. Je vais appeler cela des explosions, car il est difficile de trouver d'autres mots pour décrire ce que nous voyons ici. Les explosions ne sont ni isolées ni rares. Elles sont ininterrompues et communes. Elles descendent progressivement le long des façades de l'immeuble au même rythme que les débris en chute. Vous pouvez peut-être imaginer une cause naturelle, mais pas moi. Notez que les explosions se produisent simultanément sur plusieurs étages, sur de larges zones, pas uniquement étage par étage, ce qui aurait pu être expliqué par un effondrement en piles d'assiettes. Observez les explosions bien en dessous de la zone d'effondrement. Certaines sont localisées et concentrées, c'est ce qu'on appelle des pétards, dans le jargon de la démolition contrôlée. En tout cas, ce n'est pas une démolition contrôlée classique. L'immeuble est progressivement détruit à partir du haut par des vagues d'explosions produisant une grande quantité de débris. La destruction se fait en plusieurs vagues, et non pas en une seule. La rapide séquence d'explosions se produisant près de l'angle visible de l'immeuble est la plus flagrante. Simultanément, nous voyons se produire une autre vague d'explosions, bien plus bas sur les façades de l'immeuble, sous le rideau de débris en chute libre. Les 2 vagues d'explosion progressent vers le bas, le long des façades de l'immeuble, à la même vitesse que les débris en chute, quelques mètres plus loin. Les blocs de béton ne sont pas tombés au sol, ils ont été pulvérisés et réduits en poussière. Il n'y a quasiment aucun gros morceau de béton parmi les décombres. Notez que le béton qui est violemment éjecté des côtés de l'immeuble est déjà réduit en poussière. Notez aussi que dans le nuage de poussière, il y a d'énormes poutrelles, des sections entières d'acier de l'ossature, qui sont visiblement projetées hors de l'immeuble. Le déplacement horizontal de certaines poutrelles a atteint une vitesse de plus de 110 km/h. Certaines de ces poutrelles se sont empalées dans les façades des buildings avoisinants. Certaines ont atterri à une distance équivalent à 2 terrains de football depuis la base de la tour. Qu'est-ce qui a pu projeter des poutrelles si lourdes avec autant de force à si grande vitesse? Certains ont supposé que le poids de la tour, en s'écrasant sur les poutrelles, avait exercé une très forte pression et les avait pliées, qu'elles avaient été éjectées sur les côtés comme des ressorts. Mais ce n'est pas un nombre restreint de poutrelles éjectées. Nous voyons la majeure partie de la masse de l'immeuble, du métal, du béton, des meubles du bureau, des restes de corps humains, tout ceci réduit en petits débris et en fines poussières et éjecté dans toutes les directions. Des fragments d'os ont été retrouvés sur les toits des immeubles voisins. Les os n'ont pas été écrasés dans la masse en chute, car sinon ils auraient été piégés parmi les débris. Ils ont été pulvérisés avec tout le reste, ils ont explosé dans toutes les directions. Les enquêteurs du NIST ont affirmé que la partie supérieure de l'immeuble, celle au-dessus du point d'impact, était tombée comme un marteau-pilon, écrasant jusqu'au sol la partie inférieure du bâtiment encore intacte. Pourtant, on remarque que la partie supérieure du bâtiment est clairement manquante. Il n'y a rien au-dessus de la couronne d'explosion à part quelques débris. Voyez-vous un marteau-pilon? Rien ne semble avoir écrasé le bâtiment. Les différentes vagues de destruction et les éjections explosives de matériaux se produisent sur de vastes zones qui s'étendent jusqu'au sommet de ce qu'il reste du bâtiment. Les scientifiques du NIST n'ont pas modélisé l'effondrement des tours. Leur analyse était grandement défectueuse dans bien des domaines, mais la plus grave erreur est que le champ de leur enquête a été artificiellement réduit. Leur analyse s'est arrêtée au moment où l'effondrement a commencé, comme si tout ce qui suivait était inévitable et ne nécessitait aucune explication. Le champ de leur enquête a été artificiellement réduit à ce qui aurait pu se passer ou se serait passé pour déclencher l'effondrement. Ce qu'ils ont volontairement ignoré, c'est ce qui s'est réellement passé. En limitant leur enquête aux prémices naturelles de l'effondrement, à savoir les dommages dus au feu et aux avions, ils ont d'emblée exclu toute possibilité de trouver les preuves d'une démolition contrôlée. En d'autres termes, tout ce qui s'est produit pendant l'effondrement même, les preuves ou indices que nous avons pu voir ici, a été très clairement écarté de l'enquête. Tout modèle d'analyse de l'effondrement, qu'il soit simple ou sophistiqué, est un mauvais modèle et de la mauvaise science, s'il ne prend pas en compte tous les éléments disponibles pour expliquer les observations réelles. We
I got an eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. That's Tower 2. Firefighter Richard Benasiskis, speaking of the South Tower, said there was just an explosion. It seemed like on television when they blow up these buildings. It seemed like it was going all the way around like a belt, all these explosions. Deputy Commissioner Thomas Fitzpatrick said it looked like sparkling around one specific layer of the building. My initial reaction was that this was exactly the way it looks when they show you these implosions on TV. A few witnesses spoke of horizontal ejections. Chief Frank Crothers said there was what appeared to be an explosion. It appeared at the very top, simultaneously from all four sides. Material shot out horizontally, and then there seemed to be a momentary delay before you could see the beginning of the collapse. This testimony is very important because the official theory says that the horizontal ejections were produced when the floors collapsed and pushed the materials out. So listen to firefighter James Curran, who said, I looked back and I heard like every floor went choo choo choo. I looked back and from the pressure everything was getting blown out of the floors before it actually collapsed. If all these firefighters and medical workers witnessed all these phenomena suggestive of controlled demolition, it might be wondered why they have not spoken out. Part of the answer is probably provided by Auxiliary Lieutenant Fireman Paul Isaac, having said that there were definitely bombs in those buildings. Isaac added that many other firemen know there were bombs in the buildings, but they're afraid for their jobs to admit it because the higher-ups forbid discussion of this fact. Isaac, for example, has more recently said, I know 9/11 was an inside job. The police know it's an inside job, and the firemen know it too. But you have not heard this on the nightly news. On the nightly news. On the nightly news. Get down below and you'd see molten steel running down the channel rails, like you're in a foundry. These incredibly hot areas were found at the bottoms of the elevator shafts, down 7 basement levels. The molten steel was found 3, 4, and 5 weeks later when the rubble was being removed. He said that molten steel was also found at World Trade Center 7. The highest temperature was in the east corner of the South Tower, where a temperature of 1,377 degrees Fahrenheit was recorded. The molten steel in the basement was more than double that temperature. With any implosion, you don't hear one massive boom sound. What you do hear is smaller explosions going off. Mr. Sunder of NIST has said that you would, if this had been a controlled demolition, you would have heard a large, massive bomb going off. The World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. What in reality happens with a controlled demolition is you hear a successive, progressive, smaller waves of smaller explosions going off.
In the case of thermite cutting charges, you would have heard far less noise since they are worked by thermal heating, melting of the steel, rather than an explosive cutting as in RDX charges. I knew from day one that this was a controlled event. And why I did that is because simply looking at Building 7, you have a sudden collapse of the building. It's fairly symmetrical as it comes down. There's the classic kink, which means that the center core fails first, and you can see that on the video, and the building falls near free fall. So I really honestly didn't believe this from day one, because this is the way buildings classically come down with a controlled This demolition. material is not normal thermite. That's the other thing that really needs to be understood. Anybody could make normal thermite. You can get the ingredients, you can mix them together, you can make them. Any kid could basically do it if they knew the recipe. This material is composed of, the real key ingredient that I don't think anybody else could really make in a convenient way is the nano aluminum. Le débat sur l'effondrement des tours jumelles tourne autour de deux questions principales. L'une concerne la cause de l'effondrement initial des sections supérieures du bâtiment sur leurs parties inférieures respectives. La seconde porte sur ce qui a provoqué la destruction complète de la structure saine sous-jacente une fois que la partie supérieure s'était effondrée dessus.
Concernant les causes de l'amorçage de l'effondrement, on nous a d'abord dit que la chaleur des incendies avait ramolli et fait fondre la structure du bâtiment. In 2002, NOVA depicted a scenario envisioned by many experts at the time, that the truss connections failed in the extreme heat, causing the floors to fall onto one another, precipitating the collapse. As the steel began to soften and melt, the interior core columns began to give. Then you had this sequential failure that took place where it all pancaked one after the other. C'est ce qu'on a appelé la théorie de la pile d'assiettes. Donc ça a donné lieu à la théorie qu'on appelait la théorie du pancake. C'est-à-dire que, comme cette partie-là est tombée sur un plancher, ce plancher a cédé, puis en cascade, c'est tous les planchers qui ont cédé et qui sont tombés les uns sur les autres. C'est ça qu'on appelle la théorie du pancake. Mais la théorie de la pile d'assiettes comportait un défaut majeur. Elle n'expliquait pas pourquoi la structure centrale des tours s'était effondrée. En outre, les experts ont fait remarquer que le kérosène produisait à peine la moitié de la température nécessaire à faire fondre l'acier. Il n'aurait pas suffi à séparer les treillis de la structure périphérique. À ce stade, l'explication officielle fit marche arrière et opta pour un terme plus générique d'affaiblissement de l'acier dû aux incendies. You don't need to melt the steel columns, you just need to start weakening them. What we found is it doesn't take temperatures high enough to melt steel, it just has to heat up the steel so it expands and then softens and weakens the structure until it collapses. Dans la nouvelle explication, la défaillance initiale n'était plus attribuée à la rupture des treillis d'acier, mais à leur affaissement dû à la chaleur. The trusses stayed connected to the columns, even as they sagged from the heat. They pulled on the columns, bowing them inward nearly 5 feet in some areas, until the columns reached the breaking point. L'inciso continua ad ardere, sta scaldando l'aria e scalda l'acciaio del solaio soprastante, che a questo punto comincia a flettersi, perde la propria resistenza ai carichi, si flette, tira in dentro le colonne, e a un certo punto le colonne della facciata che sono portanti, portano circa il 40% del peso della struttura, si rompono. Suddenly the columns snapped, and as a result the entire top of the building came down pretty much in free fall because the kinetic energy that was unleashed was just huge. Le NIST a également soutenu que l'impact des avions avait largement détaché le matériau ignifugé des treillis, accélérant ainsi le processus qui a finalement provoqué leur affaissement. Notons que le NIST a fait de l'arrachage du matériau ignifuge une condition nécessaire à l'effondrement des tours. The buildings would not have collapsed under the effects of the airplane impact and the jet fuel ignited multi-floor fires. And the reason it collapsed is because the fireproofing was dislodged. Mais la théorie de l'affaissement des treillis des planchers pose davantage de problèmes que celle qui précède. Tout d'abord, absolument rien ne prouve que le matériau ignifuge ait été arraché de l'acier par l'impact des avions, comme le prétend le NIST. La structure en acier d'un gratte-ciel est élastique et non rigide, et elle absorbe l'énergie des impacts en oscillant lentement d'avant en arrière et non pas en vibrant. The building swayed slowly one way toward the Hudson River to the west. And by the time it came back, I just jumped up and just had to get out of the elevator. En réalité, il y a de bonnes raisons de croire que le matériau ignifuge recouvrant l'acier n'a pas du tout été arraché, comme le montre cet épisode. This is James Glanz for the New York Times. When the plane hit the North Tower between the 94th and the 98th floors, Steve McIntyre, an engineer for the American Bureau of Shipping, was reading his email on the 91st floor. The plane hit, and I think he described it as the biggest wham he'd ever heard, but there wasn't much shaking. His email was still there after the impact. He was still staring at a glowing screen. He had a little knick-knack, a piece of slate in the shape of a sailboat, hadn't fallen off his desk. Pictures of his wife and kids, just propped up on a bookcase, were still upright. Nothing had fallen over. McIntyre se trouvait juste sous le point d'impact. Si ces photos de famille ne sont pas tombées, pourquoi le matériau ignifuge pulvérisé sur les colonnes d'acier aurait-il été entièrement arraché? De plus, rien ne prouve que les températures aient été suffisamment élevées pour affaiblir l'acier avec ou sans matériau ignifuge. The majority of the jet fuel was burnt up instantly in the big fireball, and it was gone. The fires that were left were office furnishings and carpet and things like that. A lot of things in these kind of buildings have to be fire resistant by nature. It's required by code. Dans ces simulations informatiques, le NIST prétend avoir observé des températures supérieures à 980 degrés pendant les incendies. Mais le NIST s'est servi de son propre modèle informatique et n'a jamais publié les paramètres relatifs à cette simulation.
Lorsque l'association des architectes et ingénieurs a demandé à pouvoir examiner le modèle informatique utilisé par le NIST, leur demande a été refusée. La vérité est que le NIST a admis dans son propre rapport n'avoir aucune preuve de température suffisamment élevée pour affaiblir l'acier de manière significative. Dans le rapport du NIST, on peut lire « Parmi plus de 170 zones examinées sur un échantillon de 16 colonnes des façades, seules 3 d'entre elles montrent que l'acier a dépassé les 250 degrés centigrades. Seuls 2 échantillons de colonnes centrales avaient encore assez de peinture pour permettre cette analyse et les températures n'ont pas atteint les 250 degrés. Aucun élément ne prouve que les incendies qui ont précédé les effondrements ont été suffisamment intenses pour avoir un effet significatif sur la microstructure ayant eu pour résultat d'affaiblir la structure en acier. » En d'autres termes, le NIST avoue n'avoir aucune preuve à l'appui de sa propre théorie. En conclusion, les faits connus sont les suivants. L'acier fond à environ 1530 degrés. Le ramollissement commence à 600 degrés environ. Excepté en 3 endroits, le NIST admet n'avoir trouvé aucune preuve de température supérieure à 250 degrés, ce qui est inférieur à la moitié de la température nécessaire pour affaiblir significativement l'acier. Dans le même temps, plusieurs éléments montrent que les températures nécessaires pour affaiblir significativement l'acier n'ont pas été atteintes durablement dans les tours. Le premier est qu'un groupe de 16 personnes a réussi à traverser la zone dévastée par l'impact sans pour autant, à l'évidence, être brûlés vifs. L'un d'eux s'appelle Brian Clark. And when we came to the 78th floor, the last layer was standing, but it was cracked, and there were flames licking up the other side of the wall like this. It wasn't a roaring inferno. I sensed that the flames were maybe starved for oxygen right there, you know, in the interior. We kept going, and we got onto the 74th floor. When we got down that far, normal conditions. The lights were on, fresh air coming up from below. Paolo Attivissimo a prétendu que ces gens avaient réussi à survivre parce que, dans cette partie de l'immeuble, l'escalier était aménagé sur le côté de la tour et non au centre. Quando sono passati di lì, sono passati attraverso una zona che era nell'angolo opposto rispetto agli incendi. Quindi è logico che non siano stati bruciati. Questa scala fa questo giro e scende. En vérité, l'escalier A passe en bordure de la tour au 82e étage. Mais Clark et ses collègues étaient au 84e. Cela signifie qu'ils ont descendu 2 étages au centre de la tour avant de passer de l'autre côté. En outre, l'un des collègues de Clark est remonté du 81e au 91e étage avant de redescendre jusqu'au rez-de-chaussée. Ron DiFrancesco, who went in the 81st floor with me, he went up to 91, caught up to the people, laying down on the floor, to thinking that there was fresher air at floor level. He made his way back to the stairs. And so I started to run downstairs. And so I ended up on the ground level and I went to walk out. Si des températures de 600 degrés avaient régné autour de l'escalier, personne n'aurait pu y passer sans mourir brûlé vif. En second lieu, une série d'images thermographiques prises avec une caméra infrarouge montre des températures bien inférieures à celles permettant de ramollir significativement l'acier. Voici la tour nord, vue d'en dessous. Il est 9h18 environ, une demi-heure après l'impact. Les températures indiquées n'atteignent pas la couleur jaune, ce qui signifie qu'elles ne dépassent pas les 100 degrés centigrades. Et voici la tour sud, environ 15 minutes après l'impact du deuxième avion. Là non plus, les températures ne dépassent pas les 100 degrés. Mais le plus gros problème de la théorie de l'affaissement des treillis est qu'elle n'a aucun sens d'un point de vue mécanique. Même si l'on suppose que les températures étaient suffisamment importantes pour les faire fléchir à un tel point, comment ces treillis relativement fins soutenant les planchers auraient-ils pu trouver la force d'entraîner puis d'arracher une structure beaucoup plus large et robuste qu'ils ne l'étaient eux-mêmes? Le phénomène suggéré par le NIST s'appelle expansion thermique. Si l'on suppose que ces poutrelles ont été déformées vers le bas par la résistance à leur poussée de la structure verticale, cela signifie qu'elles étaient plus faibles que cette structure, et qu'elles n'avaient donc pas la force suffisante pour l'entraîner vers l'intérieur. Si à l'inverse, les treillis se sont affaissés d'eux-mêmes, affaiblis par les incendies au point de ne plus pouvoir supporter leur propre poids, où auraient-ils trouvé la force nécessaire pour entraîner puis briser cette même structure qui les avait supportés quand ils étaient robustes et sains? Dans tous les cas, l'idée que les treillis à eux seuls aient été capables de tirer et de briser la structure externe n'a pas de sens. Comme nous allons le voir, la structure externe s'est courbée vers l'intérieur avant l'effondrement des tours. Mais une force bien plus importante que leur poids et leur tension doit avoir été appliquée sur ces poutrelles pour qu'elles soient capables de tirer et de briser la structure sur laquelle elles étaient fixées. Question. Pouvez-vous fournir une preuve quelconque que le matériau ignifuge des treillis a été largement arraché par l'impact des avions, condition que le NIST présente comme nécessaire pour que les incendies puissent provoquer les effondrements?
Pouvez-vous fournir une preuve quelconque que les températures dans les tours jumelles ont été suffisamment élevées et d'une durée suffisante pour affaiblir significativement l'acier dans les zones où les effondrements ont été initiés? Pouvez-vous expliquer comment un plancher affaibli et s'affaissant sous l'effet de la chaleur a pu tirer et finalement rompre la structure sur laquelle il était fixé sans recours à une force extérieure? Revenons maintenant à la question précédente restée sans réponse. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'effondrement initial de la partie supérieure des tours sur le reste des édifices? Comme nous l'avons vu, il y a eu fléchissement vers l'intérieur de la façade avant l'effondrement, mais les traverses seules ne pouvaient causer une telle déformation de la structure externe. Si par contre, des explosifs ont été utilisés et qu'on a fait s'effondrer la partie centrale en premier, alors les poutres soutenant les planchers ont eu assez de force pour tirer la façade vers l'intérieur et initier l'effondrement complet. En fait, on peut observer que l'antenne de la tour nord commence à tomber quelques instants avant la partie supérieure du building, ce qui indique que la structure centrale a été sapée en premier. Même si la démolition contrôlée semble la seule explication plausible pour expliquer les effondrements, les débunkers ont soulevé plusieurs arguments contre cette hypothèse. Le premier est qu'il aurait été impossible de placer des explosifs aux yeux de tout le monde. You would take an army of workers. It would take months. So this idea that, some crew dressed in black could sneak in the middle of the night and wire a building like that to be demolished is just, it's absurd. Ipotizziamo che siano veramente state minate. Come si fa? Entrano di nascosto delle persone, portano dell'esplosivo. Scusi, devo lasciare qui questa serie di zainetti. Non ci faccia caso, poi spariscono. Il faut cependant prendre en compte plusieurs choses. Tout d'abord, au cours des mois précédant le 11 septembre, une rénovation majeure des ascenseurs a été entreprise dans chacune des deux tours. Dans la revue Elevator World de mars 2001, on peut lire « La société Ace Elevators a entrepris dans le prestigieux World Trade Center de New York sans doute la plus grande et plus complexe opération de modernisation d'ascenseurs dans l'histoire de l'industrie. » Cela ne veut pas dire que cette société a un lien quelconque avec la possible installation d'explosifs. Mais une modernisation de cette ampleur peut avoir fourni la couverture idéale à une équipe de spécialistes qui aurait ainsi eu accès en permanence à la structure interne des bâtiments. Comme l'a expliqué Richard Human, ingénieur électricien en chef des tours jumelles, les cages d'ascenseurs donnaient accès directement aux colonnes du noyau central. I'm very familiar with the interior structure that surrounded the elevator shafts. And, of course, their access to the elevator shafts gave them total access to the surrounding core columns, the interior of the core columns. Deuxièmement, des manutentions d'équipements lourds sur les planchers d'étage supposés vides ont été entendues dans les semaines juste avant le 11 septembre. Scott Forbes travaillait pour une institution financière au 97e de la Tour Sud. It must have been at least 4 to 6 weeks before 9/11. It was like rebuilding work going on upstairs. The tenants, the people from Aon who had been removed somewhere else, the offices were just vacant. And there was a lot of heavy machinery building work going on. It was almost like pneumatic drills and lots of hammering, so much so that the floors were shaking. That's how noticeable it was. It was almost as if something heavy was being moved and then it was being taken off wheels and it was like boom. Our floor underneath literally shook. You could feel the weight above you. William Rodriguez, employé aux Tours Jumelles depuis plus de 20 ans, se souvient également de ces bruits. As I stood there on the 33rd floor, I heard very strange noises on the 34th floor. I heard very heavy equipment being moved around, and it sounded like dumpsters with metal wheels being moved around, and I got scared because I knew it was an empty floor. Nobody was supposed to be there. As a matter of fact, not even the elevators stopped there. You have to have a special access key to open the door on the 34th floor. Troisièmement, suite aux attentats de 1993, des chiens renifleurs avaient été mis en place pour la sécurité des tours jumelles. Mais d'après un agent de sécurité, le jeudi 6 septembre, les chiens ont subitement été retirés sans motif apparent. Et enfin, une coupure générale de courant sans précédent a eu lieu dans la tour sud le week-end précédent le 11 septembre. Pour la première fois en 30 ans, tous les systèmes de sécurité du bâtiment ont été coupés en même temps. Les visiteurs pouvaient aller et venir comme ils le voulaient, y compris dans les zones protégées, sans être vus ou enregistrés par les caméras de surveillance. The previous weekend there had been a power down. Because of the power down, there was a complete breakdown of security that weekend. We had guided tours coming into secured areas by mistake and nobody picking it up because
There's no intrusion alarms or anything else. Scott Forbes était également présent pendant la coupure générale. There was a power down in the South Tower on the weekend of the 8th and 9th of September. And it wouldn't have just have affected camera security, it would have affected all the secure systems on doors for either key locks or security badges and so on to undo them. They weren't working because they're all powered by electricity, so there was no power, there was no backup system, therefore they were all open. What again was the excuse that the Port Authority gave you, Scott, for this 36-hour period of the power being down in the South Tower? The explanation was that there was a recabling exercise to increase the bandwidth of networks that were available in the towers. But what I can recall is that there were plenty of toolboxes, there were plenty of spools of cable, there were men around wearing overalls. They appeared to be like engineers. At the time, it seemed perfectly legitimate what they were doing because this was the story we were given, that there was a recabling exercise. Les débunkers ont raison, il aurait été difficile d'introduire des explosifs sans se faire remarquer. Mais avec une bonne couverture, il était possible de le faire aux yeux de tout le monde sans que personne ne soupçonne ce qui était en train de se passer. Un autre argument des débunkers tient au fait que d'après eux, les démolitions contrôlées commencent toujours par la base, alors que la destruction des tours jumelles démarre par le haut. Controlled demolitions always begin from the bottom of a building. You cut the bottom columns and then the building falls. If you look at the World Trade Centers, both of them began at the impact wounds where the planes hit. Il crollo da torre parte dall'alto, mentre nelle esplosioni controllate parte sempre dal basso. Si demoliscono le fondamenta, poi si va su e la torre, il palazzo che deve essere demolito, crolla subito. Mais ce n'est pas vrai. Les démolitions contrôlées sont préparées selon les besoins. Dans certains cas, commencer par le bas n'est pas forcément une bonne idée. Cela nous amène directement à la question des explosions. Dans la même interview dans laquelle il encense la solidité des tours jumelles, John Skilling a déclaré « Je ne dis pas que des explosifs bien placés tels que des charges linéaires d'une certaine puissance ne pourraient pas causer d'immenses dégâts. J'imagine que si vous preniez le meilleur expert dans ce domaine et que vous lui demandiez de détruire ces bâtiments avec des explosifs, je suis prêt à parier qu'il saurait le faire. » Le 11 septembre, des dizaines de fortes explosions ont été signalées par les pompiers, les policiers, des journalistes et de simples citoyens, à la fois avant et pendant la chute des deux tours. Pourtant, les débunkers avancent une explication simple. Les témoins ont confondu, ce n'étaient pas de vraies explosions. È strano e interessante notare che tutti i testimoni che parlano di esplosioni le hanno sentite, nessuno le ha mai viste. There are things that happened inside the building, pieces coming loose as a result of the extreme impact. Very well may have been interpreted as explosion. Molto spesso i profani parlano di explosion, ma non intendono strettamente la carica di dinamite che fa boom, parlano di botto, di boato, e il boato può essere dovuto a tante ragioni. What's an explosion sound like? Most people don't know because most people have never heard one. So any sharp, loud bang, that's probably an explosion. En fait, la plupart des explosions ont été signalées par des pompiers ou des policiers. Et personne ne sait mieux qu'eux reconnaître une explosion dans un immeuble en feu. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion. Everybody just started running for the door. Everybody was trapped. New York's bravest never had a chance. We really never even got that close to the building. An explosion blew and it knocked everybody over. The whole time you're hearing thum, 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 thum. So I think I know an explosion when I hear it. En août 2005, le New York Times a publié 12 000 pages de témoignages enregistrés de 503 pompiers et secouristes présents au World Trade Center le 11 septembre. Plus de 100 d'entre eux, soit 1 sur 5, a affirmé avoir entendu des explosions dans les tours avant ou pendant leur effondrement. Des citoyens ordinaires semblent aussi avoir été capables de distinguer entre les explosions et de simples objets tombant au sol. Everything on me. I just feel a little shook up because I got blasted, So. Avant d'aller plus loin, il faut savoir une chose à propos des démolitions contrôlées.
Tout comme les tours jumelles, la plupart des bâtiments modernes sont construits avec des marges de sécurité importantes en termes de résistance structurelle. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder à toute une série d'explosions préliminaires pour affaiblir la structure et préparer l'effondrement proprement dit. De toute évidence, dans le cas des tours jumelles, il n'était pas possible de déclencher toutes les explosions préliminaires au même moment, juste avant l'effondrement. Pour mieux les dissimuler, il était plus malin de les déclencher à des moments différents, de manière espacée, entre l'impact des avions et l'effondrement final. Pour cette raison, il est important de garder à l'esprit la chronologie exacte des événements. 8h46, premier impact contre la tour nord. 9h03, second impact contre la tour sud. 9h59, effondrement de la tour sud. 10h28, effondrement de la tour nord. 17h20, effondrement du bâtiment 7. Les témoins désignent par première explosion celle de l'impact du premier avion, tandis qu'ils appellent explosion secondaire celles qui se sont produites à des moments différents entre l'impact des avions et l'effondrement des tours. That first secondary explosion really got us spooked because we were in the building. Then there's those secondary explosions and then the subsequent collapses. We've heard reports of secondary explosions after the aircraft impacted. D'après plusieurs témoins, il y a eu une explosion secondaire dans le sous-sol de la tour nord juste avant l'impact du premier avion. At 8:30, he says he was headed to level B4 in Tower 1, 4 stories below ground. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight corridor building in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion of whatever happened, it threw me to the floor. Morelli se souvient ensuite d'une seconde explosion distincte de la première. I was racing, I was going towards the bathroom, all of a sudden I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden a big impact happened again, and all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling. D'après la commission sur le 11 septembre, c'est le carburant de l'avion, en se déversant dans la cage d'ascenseur, qui a causé l'explosion dans le sous-sol. Dans le rapport final, on peut lire: une boule de feu de kérosène s'est formée à l'impact et a frappé au moins une colonne d'ascenseur. La boule de feu a explosé au niveau de certains étages inférieurs, y compris au niveau B4, 4 étages sous le niveau du sol. Mais les témoins parlent d'une explosion dans le sous-sol avant même l'impact de l'avion. Very strong. Boom! An explosion so hard that pushed us upwards. Upwards. And it came from the basement, between the B2 level and the B3 level. And at that moment, I thought it was the mechanical room where they have all the pumps and the generators for the building, that maybe a generator just blew up on the basement. Now, 20 years in the building, you know something that comes from the bottom and something that comes from the top. And when I went to verbalize that it was a generator, we hear, boom, all the way on the top, the impact of the plane on the top. 2 different events, 2 different times. D'autres se souviennent de plusieurs explosions après celle du sous-sol. It came from, I believe, at first we believed that it came from the mechanical room. Then we heard a series of other explosions that sounded up on the above levels of the building. I was in the B4 level, and on my way, I heard a bomb. So I says, probably the transformer again blew up. So I stepped back, finished what I had to finish, and I started towards the door again. And there come a big blast with a big ball of fire. Les 2 explosions ont été enregistrées à 9 secondes d'écart lors d'une réunion de travail dans un bâtiment proche, le One Liberty Plaza. Lorsqu'on posa cette question précise aux journalistes de Popular Mechanics, ils choisirent de ne pas y répondre et se retranchèrent derrière l'explication générique du kérosène se déversant dans les cages d'ascenseur. Ask what your guys' explanation is for Willie Rodriguez's testimony that he heard, experienced, and his coworkers were actually burned by an explosion in the basement of the North Tower prior to the plane hitting, and this has been verified by at least 20 different eyewitnesses. Jim Meggs of Popular Mechanics. When the plane struck the buildings, they penetrated
penetrated the internal core. Jet fuel poured down stairwells and elevator shafts, setting off secondary explosions. Not to mention the horrific impact of these fully loaded planes hitting the structure and causing enormous swaying. It's interesting to note too that you still didn't address the fact that it was before Empire State Building crash back in 1945. Mais l'explication du jet fuel dans les cages d'ascenseur pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, aucun ascenseur public ne reliait directement le sous-sol au niveau supérieur des tours. Chaque tour était constituée à la manière de 3 bâtiments superposés, avec chacun son propre système d'ascenseur. Il n'y avait que 2 ascenseurs reliant le hall d'entrée au 44e étage et au 78e étage. Mais l'avion a frappé le 95e étage, ce qui signifie que le kérosène n'a pas pu se déverser par ces cages d'ascenseur. Seules 2 cages d'ascenseur reliaient le sous-sol au sommet des tours et elles étaient surtout utilisées par le personnel de service. Arturo Griffiths se trouvait dans l'un d'eux. Well, I was on my way from B2 to 49th floor. Non seulement Griffiths n'a pas été carbonisé par ces supposées boules de feu, mais il a clairement entendu 3 explosions séparées. And there was a loud explosion and the elevator dropped. When the elevator finally stopped, they had an explosion that bring the doors inside the elevator, and then they had another explosion on the panel that threw me, against the wall. Plus important encore, la théorie du carburant dans les cages d'ascenseur ne prend pas en considération les volumes concernés. Chaque tour occupait un volume d'environ 1,5 million de mètres cubes. Les avions qui ont frappé les tours contenaient chacun 38 000 litres de carburant, soit 38 mètres cubes. Ce graphique à l'échelle montre à quoi ressemble 38 mètres cubes par rapport au volume des tours. En supposant qu'environ la moitié du kérosène a brûlé lors de l'impact, il ne restait donc plus que 19 mètres cubes de carburant. Mais une grande partie de ce carburant a servi à déclencher les feux aux différents étages, comme l'a expliqué M. Meggs lui-même. Jets crashed into buildings. They crashed at an angle, which meant that their wings, which is where they store most of their fuel, cut through multiple floors. So they splashed fuel and debris across multiple floors of the building, igniting fires. Donc, même en supposant que pour d'étranges raisons 4 mètres cubes de ce kérosène se soient répandus dans le seul puits d'ascenseur qui descend jusqu'au sous-sol, il n'y en aurait pas eu assez pour atteindre le sous-sol. Une piscine de jardin de 3 mètres de diamètre pour 80 cm de profondeur contient 4 mètres cubes d'eau. Imaginez que vous versez l'eau de cette piscine dans ce genre de cage d'ascenseur avec un dénivelé de plus de 300 mètres et vous aurez une idée de la quantité de carburant qui a pu atteindre le bas. De toute façon, la théorie du carburant dans la cage d'ascenseur n'a jamais pu expliquer la puissance de l'explosion qui a littéralement dévasté le hall de la tour nord, 1 heure après le premier impact et avant la chute de la tour sud. There was a secondary explosion, probably a device either planted before or on the aircraft that did not explode until an hour later. Then somebody said that they saw an airliner go into one of those towers. Then, I don't know, an hour later than that, we had that big explosion from much, much lower. I don't know what on earth caused that. En fait, ces pompiers ont confirmé avoir entendu 3 fortes explosions dans la tour nord après l'impact de l'avion. Ils ont aussi confirmé que c'est la 3e explosion qui a dévasté le hall de la tour. We was in the lobby and the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What you told me is that there was a plane or whatever hit the building, then a secondary explosion. It was like 3 explosions after that. We came in after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, waiting to go upstairs. Then it exploded. The whole lobby collapsed on the lobby inside. Ces témoins ont mis 1 heure pour descendre du 82e étage et atteindre le hall d'entrée de la tour nord après l'impact du premier avion. We got to the 4th floor from 82nd floor. We stuck on the stairs for a while. We finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, it was this big explosion. I don't know if everything went just like what you just seen. That's what we went through before we came out of the building. Then when we get out the building, there's another smoke cloud. Un autre témoignage similaire. La longue descente vers le hall d'entrée de la tour nord et l'énorme explosion dans le hall. It was like holy hell coming down them stairs. And then when we finally got to the bottom, we were coming out on mezzanine level there. And another explosion came right from it, just everyone flying. Et encore un autre récit similaire. Big boom, come down the steps, everything fine till we got to the basement, and then everything just fell in. I got trapped under there with another guy, crawled out, kept getting hit in the head, bounced all around, finally we clawed our way out over the rubble. La situation dans le hall était telle qu'il n'y a aucun doute sur ce qui s'est passé. The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. We ran down the steps to the lobby. There was no lobby. Everything was torn up. We came outside the lobby. There was no lobby. The lobby was totally gone. Did you see other people? There was a woman there with her face blown off. Big glass lobby.
and all the glass was broken. Wires hanging from the ceiling, the signs that would hang above telling you where to go were all hanging. It was unbelievably scary to look at. Le pompier John Schroeder montait les escaliers de la tour nord lorsqu'il a ressenti l'énorme explosion venant d'en bas. We were heading up to the 24th floor of the stairwell, and all of a sudden our building got rocked. We got bounced around in the stairwell like pinballs, man. And we just said, you know what? Time to go. We came down, it looked like a bomb went off in the lobby. Everything was exploded, everything was gone. We're like, what is going on here? For every window in the lobby to be exploded. I mean, them windows were like as thick as forget it. They were 2-3-inch glasses, you know, come on. They exploded out of the lobby, you know, something, it wasn't from the jet fuel. No way. Nous avons aussi les témoignages de ceux qui ont entendu des explosions juste avant l'effondrement de la tour sud. John McLaughlin était officier de police de l'autorité portuaire. Going into Tower 1, we heard a loud explosion coming from the area of Building 2, and at that point, Building 2 was collapsing. We saw the top begin to blow out in a plume of smoke, and we heard the noise associated with an implosion. I was about 5 blocks away when I heard explosions, 3 thuds, and turned around to see the building we just got out of. Antenna tip over and fall in on itself. And then all of a sudden 3 tremendous explosions and everything started coming down. Il y a aussi cette séquence de détonation rapprochée pendant la chute de la tour sud que beaucoup ont décrite comme un feu d'artifice. You heard a big explosion before the building fell? I saw it as it was happening and it sounded as if you had 100 of those little black cat firecrackers and you lit them all off at once. That's what it sounded like. It sounded like the finale of the 4th of July. As the first tower came down, there were a series of explosions. It was like boom, boom. You could hear the echoes of the explosions echoing off the different buildings. The detonations started, and they went boom, boom, boom. They were a little less than a second apart. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just detonated. Planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it was like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Le même genre de détonation s'est produit lors de l'effondrement de la tour nord. Second tower number 1, the second tower collapsed. It was the exact same series of detonations. And then it started to sound like firecrackers. Crack, 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 crack. And we looked up, and the second tower was coming down. Les debunkers mettent en doute ces explosions, parce qu'aucune explosion n'a été enregistrée dans les vidéos des effondrements. Le demolizioni fanno rumore, fanno dei botti estremamente precisi, fortissimi come li avete sentiti. Come mai nelle immagini delle torri gemelle non ci sono le esplosioni, ma c'è un solo boato continuo? Lorsqu'il y a une explosion, on la ressent. On la ressent comme il faut. Ça se mesure, on l'enregistre. Aucune bande de son ne les a enregistrés. Aucune. Tout d'abord, les debunkers oublient de dire que la plupart des vidéos ont été réalisées à bonne distance, avec des zooms puissants, et qu'elles n'ont donc pas pu capter les sons provenant des tours. Sur des vidéos amateurs, la bande-son est saturée pratiquement en permanence par les cris des gens autour de la caméra. Dans tous les cas, il est faux de dire qu'aucune explosion n'a été enregistrée par les caméras. Dans ce film, par exemple, on peut entendre une série de fortes détonations juste avant l'effondrement. Sur la gauche, couverte de fumée, la tour sud est sur le point de s'effondrer. Dans ce reportage d'ABC, l'explosion initiale est parfaitement audible. Écoutez après les mots FBI agent. Le son de l'explosion est plus facile à distinguer si l'on sépare la piste stéréo du micro de celle de la caméra. On peut entendre la même explosion dans le même reportage utilisé dans un documentaire produit par PBS. But a key question remained. Did their ultimate failure
But a key question remained. Did their ultimate failure? Plusieurs explosions ont également été enregistrées après l'effondrement des 2 tours, comme dans ce reportage de la BBC. This one was recorded after both of the twin towers had collapsed and before Tower 7's collapse. Des vidéastes amateurs ont aussi continué à enregistrer des explosions après l'effondrement des 2 tours. It's now 11 o'clock. Still hear continuing explosions, but it's another explosion. Cette vidéo a été prise entre 10h et 11h après la chute de la première tour. L'explosion provient de la direction du bâtiment 7. En fait, une énorme explosion a été signalée dans le bâtiment 7 avant sa chute. Peu après 9h, Barry Jennings descendait les escaliers du bâtiment 7 et essayait de rejoindre le rez-de-chaussée. Well, me and Mr. Hess, the Corporation Counsel, were on the 23rd floor. I told him we got to get out of here. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Jennings s'est retrouvé coincé dans le bâtiment pendant plusieurs heures avec son collègue Michael Hess. Mr. Hess! 8th floor, 7 World Trade. I pass the word. Après avoir été secouru par les pompiers, Monsieur Hess a également confirmé l'énorme explosion au 8e étage. So, Mr. Hess, you were trapped in, I believe, 7 World Trade Center. Go ahead, sir. Yes, I was. I was up in the Emergency Management Center on the 23rd floor. Another gentleman and I walked down to the 8th floor where there was an explosion. Dans une interview postérieure, Jennings a confirmé que l'explosion avait bien eu lieu avant la chute des 2 autres tours. Both buildings were still standing. I was trapped in there for several hours. I was trapped in there when both buildings came down. Jennings assure avoir entendu d'autres explosions pendant qu'il était coincé. All this time, I'm hearing all types of explosions. En fait, des explosions ont été enregistrées dans le secteur du bâtiment 7 jusqu'à la dernière minute avant son effondrement. Et enfin, il y a une personne qui a vu une explosion de près de ses propres yeux. C'est Ron DiFrancesco, celui qui était parvenu à descendre du 91e étage de la tour sud jusqu'au hall d'entrée. When he was exiting the building, he heard an explosion. He spun around and a fireball was coming down the hallway at him. He put his arms up, blew him across Church Street. He woke up in the hospital 2 days later. Yeah, I had burns, they say, on 80% of my body, and I had a broken bone in my back, and I guess my ears were turned inside out just with the burns. My head was very swollen. You know, I had my contacts in, so they were melted to my eyes, and Remettre en cause tous ces témoignages ne signifie pas avoir réfuté les affirmations d'explosion dans les tours jumelles. Cela veut dire simplement ignorer volontairement des dizaines de témoignages poignants qui dépeignent un scénario de cette journée très différent de celui qu'on nous a raconté. Question. Étant donné qu'à la suite des premières explosions et des incendies qui se sont déclarés, il n'y avait pas assez de carburant pour se déverser dans les ascenseurs, pouvez-vous nous expliquer les 3 explosions décrites par de nombreux témoins au moment du premier impact contre la tour nord? En particulier, pouvez-vous nous expliquer l'énorme explosion décrite par de nombreux témoins dans le sous-sol de la tour nord, juste avant l'impact de l'avion? Pouvez-vous nous expliquer la cause des nombreuses explosions qui ont littéralement dévasté le hall d'entrée de la tour nord, selon de nombreux témoins, environ 1 heure après l'impact de l'avion et avant la chute de la tour sud? Pouvez-vous expliquer la cause de l'énorme explosion décrite par M. Jennings et M. Hess au 8e étage du bâtiment 7, avant que les tours jumelles ne soient effondrées? Pouvez-vous expliquer la cause des nombreuses explosions enregistrées par différentes équipes de reportage, dont la BBC et CNN, après la chute des tours jumelles et avant la chute du bâtiment 7? Pouvez-vous expliquer comment plus de 100 témoins, la plupart pompiers ou policiers, auraient pu être induits en erreur lorsqu'ils décrivent des explosions dans les tours jumelles et le bâtiment 7 ce jour-là?
like a plane crash. What the hell was that? Hey, can I get you on the also? What the hell was that? You see that blowout? Only public inquiry into the events that took my uncle's life and 3,000 others. What we find is the U.S. government has told us a story that conflicts tremendously with the physical, scientific, corroborated evidence that we could all find in the public forum. On 9/11, that jet fuel had to have been burning at about 750 degrees Fahrenheit. So if you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever, and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. The concrete floors, the furniture, the computers, and the file cabinets weren't the only things missing after the collapses. The Twin Towers were also filled with people. Inexplicably, though, almost half of the victims' bodies seem to have disappeared into thin air. When a building collapses, the victims tend to remain trapped between the pancaking floors. They may be crushed and mangled, but in most cases they remain in one piece. In fact, on the morning of September 11, local hospitals prepared to receive hundreds of victims they expected to be extracted from the rubble. Practically no one arrived. According to the chief medical examiner, 2,749 victims died in the Twin Towers, but fewer than 300 whole bodies were recovered.
Nearly 20,000 pieces of bodies were found in the ruins, more than 6,000 small enough to fit in 5-inch test tubes. 200 different pieces were matched to a single person. 1,630 victims were eventually identified, 800 of which by DNA alone. This means that for 800 victims, there were no body parts large enough to be recognizable. The remaining 1,119 victims were never identified. This means that for more than 40% of the victims, not even a fragment large enough to recover DNA was found. For Joyce and Russell Mercer, there's no trace of the son they lost on 9/11, firefighter Scott Kopitko. You can't go to a cemetery, can't put flowers down. Personally, I lost a cousin in the building and never found his remains. He was on the 100th floor of Tower 1 and they never found his anything or any remnants. Tricia Riley recovered her sister Lorraine's handbag, but nothing of her body. Lorraine has a tombstone at the cemetery, but she isn't there. This map by the New York Fire Department shows the locations around the towers where human remains were found. Yellow circles are body parts from civilians. Red triangles are from firefighters. The very distance at which some of the body parts were found remains inexplicable with a simple gravitational collapse. In fact, fragments of human remains continued to emerge from Ground Zero for many years after the attacks. Human remains were found at the World Trade Center site on Wednesday. Crews made the discovery at 11 Water Street. Another 4 possible remains were found at the Whole Road excavation site. In 2006 came the biggest surprise. Demolition workers found 74 new bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building over the weekend. That's the most found since the end of major recovery operations at the site. Eventually, more than 700 bone fragments were recovered from the Deutsche Bank building. USA Today wrote, "The bone fragments are tiny, some the size of a pinky nail." Question: can you explain how a simple gravitational collapse, where the bodies remain trapped between pancaking floors, could have produced more than 20,000 body parts out of 2,700 victims, while more than 1,100 bodies left no fragments large enough to extract a DNA sample? Can you explain how a simple gravitational collapse could have produced the bone fragments and body parts from civilians and firefighters that were recovered from the roof of the Deutsche Bank building? Si l'explication du NIST sur la cause de l'effondrement initial ne tient pas la route, aucune explication n'a en revanche été avancée sur ce qui a pu causer la destruction complète des tours après l'effondrement de la partie supérieure. Parmi les quelques 10 000 pages d'explications techniques relativement anecdotiques du rapport du NIST, on peut lire dans une note en bas de la page 82, l'enquête s'est focalisée sur la séquence des événements entre le moment où l'avion percute la tour et celui où l'effondrement commence. Pour simplifier, la séquence est désignée comme séquence probable d'effondrement, bien qu'en réalité elle ne s'intéresse pas au comportement structurel de la tour une fois les conditions d'effondrement remplies et une fois que l'effondrement était devenu inévitable. Par ce simple mot « inévitable », le NIST prétend expliquer la destruction totale sur elle-même d'une structure en acier de 80 000 tonnes en parfaite condition. The area below the damage zone, where the planes flew in and where the fire was, that area below that, those 80 or 90 stories, 80,000 tons of structural steel was not damaged in any way. Yet you stood there and watched it destroy itself, wiping out floor by floor all 287 structural columns as if they didn't exist underneath the damage zone. Lorsqu'un site de debunking bien connu a écrit au NIST pour demander une clarification sur la séquence des effondrements, il a reçu une réponse similaire. Le NIST n'a pas décrit la séquence spécifique des événements une fois l'effondrement initié. Le NIST a plus d'une fois répété cette affirmation stupéfiante qui apparaît comme la plus incroyable des justifications. Once the collapse initiated, the video evidence is rather clear. It was not stopped by the floors below, so there was no calculation that we did to demonstrate that, what is clear from the videos. C'est comme si l'on disait, une fois l'attaque de Pearl Harbor commencée, les vidéos montrent que la flotte américaine a rapidement été écrasée par les Japonais. Nous n'avons donc pas jugé utile de déterminer comment cela avait pu se produire. Pour cacher cet aspect embarrassant du rapport, les débunkers font souvent référence à des études indépendantes qui prétendent expliquer les effondrements par la seule force de gravité. Ci sono opere tecniche come quelle che vedete citate qui che analizzano in estremo dettaglio la dinamica del crollo delle torri gemelle e non trovano niente di strano. L'étude la plus souvent mentionnée s'intitule « Ce qui a causé ou pas l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center à New York par l'ingénieur tchèque Zdeněk Bazan ».
Mais dans sa propre étude, Bazan admet avoir travaillé sur un modèle unidimensionnel quand il déclare « Le basculement important observé pour la tour sud nécessiterait un modèle tridimensionnel de l'effondrement progressif. » Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas à des études privées d'expliquer l'effondrement des tours jumelles. Le NIST a reçu 20 millions de dollars des contribuables américains pour déterminer pourquoi et comment les tours nord et sud du World Trade Center se sont effondrées à la suite de l'impact des avions. À ce jour, il n'a toujours pas fourni de réponse. C'est pour cela que l'Association des architectes et ingénieurs a continué de faire pression sur le NIST en leur demandant de publier leurs données sur l'énergie potentielle libérée lors de la phase descendante des étages supérieurs et la capacité de résistance de la structure intacte en dessous de la portion qui s'est effondrée. Structural engineers do this every day. This is not rocket science. You have the known weight of this building mass. You have what are known columns below it in order to resist it. You let it go in your models and you calculate what the resistance is. Why didn't they do it? Could it be because they knew darn well that it would not have collapsed at all? En réalité, si le NIST n'a jamais expliqué les effondrements par la seule force de gravité, c'est sans doute qu'il est impossible de le faire sans violer au moins deux lois fondamentales de la physique. L'une d'elles est la troisième loi de Newton qui veut que pour toute action, il y ait une force égale de réaction. Cela signifie que deux forces opposées se neutralisent. Lors d'une collision frontale, deux automobiles absorbent chacune leur énergie cinétique et la convertissent en déformation ou en dégâts. Puis le système s'équilibre et se met au repos une fois que toute l'énergie a été dépensée. The top section, pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up 15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. Nous aurions dû assister à quelque chose comme ça lorsque la partie supérieure des tours s'est effondrée sur la partie inférieure. Les parties supérieures et inférieures auraient dû se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que le système atteigne un nouvel équilibre et se mette au repos. Ou bien, comme le montre cette expérience sur deux tours construites en neige, la partie supérieure aurait pu glisser sur le côté après le déclenchement de l'effondrement. Mais ce qui ne pouvait pas se produire, c'est ceci. A little tiny chunk of the building can't possibly fall and crush the entire structure below it. C'est un concept si simple et fondamental que les représentants de l'Association des architectes et ingénieurs ont été stupéfaits de le voir totalement ignoré par le NIST. This is high school physics. And our whole society is being led to believe that these fundamental laws of physics, hard science, don't apply anymore. Mais même en admettant que la partie supérieure des tours a eu suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la structure en dessous, cela ne pouvait de toute façon pas se produire à la vitesse observée, qui est proche de celle de la chute libre. Cela aurait violé un principe encore plus fondamental des lois de la physique, connu sous le nom de conservation de l'impulsion. Cette loi dit que l'énergie totale au sein d'un système fermé doit toujours rester la même. Comme nous l'avons vu, l'énergie d'un mouvement peut être transformée en une déformation au sein d'un même système. Mais pour que la déformation commence, la vitesse doit décroître afin de permettre la transformation d'une forme d'énergie en une autre. Aucune énergie nouvelle ne peut être ajoutée à un système fermé. La chute libre est un exemple particulier de conservation de l'impulsion. La chute libre se produit lorsque la seule force appliquée à un objet est la gravité. Cela signifie que toute l'énergie potentielle de l'objet qui chute est convertie en mouvement vertical. Dès que l'objet qui chute heurte un obstacle et se brise, la vitesse décroît, car une partie de l'énergie cinétique est transformée en déformation physique. Briser un objet requiert de l'énergie, et cette énergie doit provenir du système lui-même. C'est pourquoi une pierre ne peut pas en même temps continuer de tomber à la vitesse de la chute libre et se briser. Elle n'a pas assez d'énergie pour faire les deux choses à la fois. Revenons à présent aux tours jumelles et posons-nous une simple question. Si nous supposons que la partie supérieure gauche possède suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la tour, et si nous considérons que nous libérons les deux blocs supérieurs au même moment, lequel atteindra le sol en premier? Le second, bien sûr, puisqu'il ne rencontre aucun obstacle sur son passage. Le bloc de droite va accélérer rapidement sous l'effet de la gravité et maintenir cette accélération jusqu'au sol. Le bloc de gauche, quant à lui, est obligé d'utiliser une partie de son énergie potentielle pour détruire la structure en dessous de lui, et ne peut donc pas maintenir l'accélération de la chute libre. Dans le cas des tours jumelles, les deux parties supérieures ont pourtant atteint une accélération proche de celle de la chute libre, comme si leur chemin avait été libéré de tout obstacle.
Il a fallu entre 10 et 12 secondes à chacune des deux tours pour s'effondrer au sol, alors qu'une chute libre aurait nécessité 9,2 secondes. En d'autres termes, les deux sections supérieures des tours ont trouvé assez d'énergie pour détruire 80 000 tonnes de structures intactes, tandis qu'elles s'effondraient pratiquement en chute libre. Comme nous l'avons démontré, c'est absolument impossible par la seule force de la gravité. La loi de conservation de l'impulsion ne le permet pas. A building cannot do free fall with a huge steel structural system in place to support it. The Twin Towers could not have come straight down through the resistance of 80,000 tons of structural steel at the speed of practically free fall. That just would not happen. If in fact it actually hit and made an impact, it was effectively crushing anything, pushing hard on this core structure below it, the core structure is going to push back equally hard. And that's what's going to cause the top section of the building to slow down. As energy is drained away from the system to deform those members, it would slow down the descending mass and cause a descent at less than free fall speed. Il n'y a qu'une seule solution pour que ces bâtiments s'effondrent comme ils l'ont fait. The buildings fall at a speed which can only occur if the structure has been removed, the vertical structure. Ce même Cheyenne Sunder du NIST a reconnu que la chute libre ne pouvait se produire qu'en l'absence de structures porteuses sous-jacentes. Free fall time would be an object that has no structural components below it. Mais qu'est-ce qui a bien pu supprimer la structure porteuse en dessous, puisque la section qui tombait n'avait pas suffisamment d'énergie pour le faire? The fact that it's coming down at free fall says all of the energy is being used to just make it go straight down, which means it's coming down through itself and not breaking up the building as it goes. Something else has to be clearing the way. Il n'y a qu'une seule méthode connue pour atteindre une telle accélération en même temps qu'on supprime la structure porteuse. A building cannot do free fall without it being blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. Mais puisqu'une vitesse de chute proche de la chute libre signifie automatiquement démolition contrôlée, les débunkers ont tenté de nier le fait que les tours soient bien tombées en 10 secondes. Tempi di crollo, si parla di 10 secondi, tempo di caduta libera, esatto, ma i tempi di crollo delle torri gemelle non sono quelli di una caduta libera. Sono, sulla base dei video disponibili, di almeno 16 secondi. Basta ascoltare la durata del boato. Quindi, se avete contato con me, sono un po' più di 10 secondi. Nous n'avons pas pu le déterminer car il est très difficile d'établir la durée exacte d'un effondrement en écoutant seulement un grondement lointain. D'autant qu'une ou deux secondes de plus ne ferait pas une grande différence, étant donné que le temps de transfert de l'impulsion entre chaque étage doit nécessairement être pris en considération. So a floor impacting on a floor below would transfer momentum, and that floor, those floors would transfer momentum such that in the Twin Towers, if you didn't have any columns whatsoever, it would still take a minimum of 30 seconds for these towers to collapse, just by transferring the momentum of the floors. Dans tous les cas, les 10 secondes d'effondrement à une accélération proche de la chute libre ont été confirmées par plusieurs sources officielles. La commission du 11 septembre indique que la tour sud s'est effondrée en 10 secondes. Monsieur Sunder du NIST a confirmé une durée similaire. The measurements have indicated that Tower 1 collapsed in about 11 seconds and Tower 2 collapsed in about 9 seconds. Monsieur Sunder a aussi reconnu que les tours se sont effondrées pratiquement à la vitesse de la chute libre. As a result, the entire top of the building came down pretty much in free fall. Le même aveu figure dans le rapport officiel. Puisque les étages sous le niveau où se produit l'effondrement ont opposé peu de résistance, la section du bâtiment au-dessus est tombée pratiquement en chute libre. La question qui se pose est donc la suivante. Étant donné que la section supérieure du bâtiment est tombée pratiquement en chute libre, étant donné qu'une chute libre ne peut se produire qu'en l'absence de structure porteuse, et étant donné que les sections qui sont tombées n'avaient pas d'énergie supplémentaire pour détruire la partie intacte en dessous, pouvez-vous nous proposer une alternative à l'hypothèse de la démolition contrôlée pour éliminer la structure porteuse, condition nécessaire pour que la quasi-chute libre soit atteinte?
À ce stade, on pourrait se demander quelles réponses les débunkers ont apportées aux arguments scientifiques des architectes et ingénieurs. En fait, il n'y a pas eu de réponse. Tout ce que les débunkers ont fait, c'est minimiser les travaux de cette association de professionnels ou carrément les ignorer. Et pour les ingénieurs, quand vous regardez les ingénieurs qui ont signé, alors là, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs en électricité, en hydraulique, en sûreté nucléaire. Enfin bon, c'est vraiment la tour de Babel de l'ingénierie, quoi. Les personnes qui sont compétentes en calcul de structure, alors je les ai regardées, une petite trentaine, je suis généreux. Que les experts en ingénierie de structure soient 30 ou 300 n'y change rien. Ce sont leurs arguments qu'il faut réfuter. Kiran ne l'a jamais fait. Pourtant très actif, Attivissimo a quant à lui préféré se moquer de l'organisation en traitant tous ses membres de constructeurs de gymnase. Abbiamo soltanto Richard Gage e i suoi 1200 costruttori di palestre che dicono ma secondo noi. Mais il n'a jamais affronté ou répondu à aucun de leurs arguments. La déclaration la plus choquante est cependant venue de la revue Popular Mechanics. Dans leur livre Démonter les mythes du 11 septembre, ils écrivent « Pas un seul des leaders des théoriciens de la conspiration n'a d'expérience en ingénierie, en construction ou dans des domaines voisins. » Cette déclaration apparaît dans la publication de 2006 et dans celle révisée de 2011. À cette époque, les architectes et ingénieurs étaient actifs depuis 5 ans et comptaient 1300 experts en génie civil qui avaient animé des conférences dans 20 pays et qui avaient été invités plusieurs fois sur des plateaux télé. What caught my eye is their claim that more than 1,300 architects and engineers examined the evidence about Building 7's collapse and disagree with the official report issued by the National Institute of Standards and Technology. I certainly am much more open-minded about it than I was, and it is because of the involvement of the 9/11 families and all these engineers and architects. Clearly, they know more than I do. La vérité est que depuis que les architectes et ingénieurs sont entrés dans le débat, pas un seul de leurs arguments scientifiques contredisant la version officielle et confirmant la théorie d'une démolition contrôlée n'a été réfuté d'aucune façon par un débunker ou par quiconque. Enfin, un dernier élément contre l'hypothèse d'un effondrement purement gravitationnel est la pulvérisation presque complète du contenu des tours jumelles, à commencer par les planchers en béton. Comme pour les effondrements gravitationnels classiques, on aurait pu s'attendre à retrouver les 110 étages plus ou moins empilés les uns sur les autres. Mais dans le cas des tours jumelles, pratiquement tout le béton des 110 étages de chaque tour a été littéralement pulvérisé. What happened to the concrete was pulverized, and I was down here Tuesday, and it was like you were on a foreign planet. All of Lower Manhattan, not just this site, from river to river, there was dust, powder, 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. What do you think this is? I have no idea. What your guess is? Pulverized cement. The concrete. Et il n'y a pas que le béton qui a été pulvérisé durant l'effondrement. We're talking here about 43,600 windows, 600,000 square feet of glass, 200,000 tons of structural steel, 5 million square feet of gypsum, 6 acres of marble, and 425,000 cubic yards of concrete, turned in good part into a cloud. Il y avait aussi le matériel des bureaux occupant les 110 étages des deux tours. Il est difficile d'imaginer les milliers d'ordinateurs, d'imprimantes, de bureaux, de chaises, de téléphones et d'autres fournitures et mobiliers, étage après étage, et concentrés dans les tours. Voici par exemple une salle de marché du World Trade Center. Si les planchers s'étaient simplement effondrés les uns sur les autres, on aurait retrouvé tous ces équipements au milieu des décombres, écrasés et tordus, mais encore reconnaissables. Or, presque rien n'a été retrouvé. There wasn't much that you could say, you could describe. Everything was dust and metal. There was no typewriters, there was no chairs, there was no nothing. Everything had been crushed. Everything was pulverized. There were no desks. There were no phones. There were, maybe now and then you find a fragment of something, but basically everything was just pulverized. There wasn't a computer screen, a laptop. There was no office. I mean, it was, 210-story buildings of office equipment. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big.
It was devastation. There wasn't one thing that resembled an office building, and this was the biggest office building in the world. I haven't seen a door, I haven't seen a phone, I haven't seen a computer, I haven't seen a doorknob. I think that stands out. Autre fait étrange, l'absence complète d'armoires métalliques de rangement parmi les débris. Alors que les deux tours étaient aménagées en bureaux sur toute leur hauteur, on aurait dû en retrouver des milliers, de toutes les formes, tailles et couleurs possibles. Une seule a été retrouvée, et encore dans un piteux état. Perhaps the most astonishing object Shate found is something there should have been thousands of. This one probably only survived because it was in the basement. I'd pretty much given up trying to find some sort of intact file cabinet. But while I was at the compound for the Port Authority Police, this ball of metal about the size of a basketball was delivered to them. You can see what remains of the file folders. On peut résumer les indices en faveur d'une chute gravitationnelle et ceux en faveur d'une démolition contrôlée. L'explication officielle de l'amorce de la chute ou théorie de la rupture des poutres est erronée à la base, pour au moins 3 raisons. Il n'y a aucune preuve que le revêtement ignifuge ait été arraché de la structure des planchers, aucune preuve de température assez élevée pour affaiblir significativement l'acier, et aucune explication valable sur la façon dont les supports des planchers auraient pu briser la structure externe à eux seuls. Par contre, l'amorce de l'effondrement est parfaitement compatible avec une démolition contrôlée. Il n'existe pas d'explication à l'effondrement total des tours et le NIST a reconnu à plusieurs reprises qu'il n'avait même pas tenté de le calculer scientifiquement. Par contre, l'effondrement total des tours est parfaitement compatible avec une démolition contrôlée. L'accélération verticale de la partie supérieure pratiquement à la vitesse de la chute libre est physiquement incompatible avec l'explication par effondrement gravitationnel, à moins de violer au moins 2 fois les lois fondamentales de la physique. Par contre, l'accélération proche de la chute libre observée lors de l'effondrement des tours est parfaitement compatible avec une démolition contrôlée. Le nombre de témoins ayant fait part de puissantes explosions suivies de dégâts impressionnants dans les tours est accablant. De telles explosions ne peuvent pas s'expliquer uniquement par du kérosène. Par contre, elles sont parfaitement compatibles avec une démolition contrôlée. Les éjections observées 30 à 40 étages sous la ligne d'effondrement ne peuvent pas être expliquées par la pression de l'air lors d'une chute gravitationnelle. Par contre, ces éjections sont caractéristiques des démolitions contrôlées. Aucune découpe en biseau et en V observée sur les colonnes à ground zero ne peut s'expliquer par les opérations de déblaiement. Par contre, elles constituent une autre signature des démolitions contrôlées. La gigantesque zone de débris autour des tours, la projection latérale d'éléments de plusieurs tonnes ne peuvent pas s'expliquer par un effondrement gravitationnel. Par contre, ces projections sont parfaitement compatibles avec l'usage de puissants explosifs. Les feux qui ne s'éteignaient pas, les températures extrêmes sous les décombres, les poutres incandescentes retirées pendant le nettoyage du site, les déformations importantes de poutres en acier, le métal et même le béton fondu observé et récupéré à ground zero ne peuvent pas s'expliquer par les seuls incendies de kérosène ni par des feux de bureau. En revanche, une version particulièrement destructrice d'engins explosifs, capables de générer des températures extrêmement élevées, ont pu être utilisées dans le cadre d'une opération de démolition contrôlée. La pulvérisation quasi complète du contenu des 2 tours, des planchers en béton au mobilier de bureau, en passant par la vaporisation complète des corps de victimes, ne peut s'expliquer par un simple effondrement gravitationnel. Par contre, ces constatations sont parfaitement compatibles avec la présence de puissants explosifs comme ceux utilisés lors des démolitions contrôlées. Faute d'explication scientifique claire pour tous les phénomènes observés, la seule conclusion cohérente est que les tours jumelles ont été détruites à l'aide d'une démolition contrôlée.